All the students no cause casala. For this dance you don't do shagara. Oh yeah, like this, like this. Le groupe Bolloré est présent en Afrique depuis 1927. En 2008, la société Bolloré Africa Logistique est créée pour regrouper les activités d'infrastructure et de logistique du groupe Bolloré sur le continent africain. La société est déployée dans 55 pays dans le monde, dont 45 en Afrique, avec 250 filiales et 25 000 salariés en 2013. Grâce à des investissements de l'ordre de 500 millions d'euros sur le terminal à conteneurs de Conakry, Bolloré Africa Logistique, qui en assure la gestion au travers d'un partenariat public-privé, rénove et modernise le port autonome de Conakry. Implantée en Guinée depuis 1963, la filiale élargit son périmètre d'activité peu à peu et commence à tisser une relation particulière avec la jeunesse guinéenne, notamment avec la construction de Blue Zone, qui sont des espaces autonomes en énergie, éclairés, connectés à Internet et alimentés en eau potable. Ces espaces dédiés à la jeunesse guinéenne ont autant pour but de leur donner l'opportunité d'y pratiquer des animations culturelles que d'y développer une activité professionnelle. La société s'est également proposée comme partenaire logistique des futurs grands projets miniers de Guinée. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur EntreNous.net, la web TV de la diaspora guinéenne, la web TV des Guinéens, la web TV 100% guinéenne tout simplement. Aujourd'hui, dans notre émission Pause Café, nous recevons Monsieur Jean-Michel Maheu, directeur, responsable pays de la filiale Bolloré Africa Logistique en Guinée. Avec lui, nous parlerons du salarié guinéen selon sa conception des choses, bien entendu, de ses caractéristiques, de ses lacunes, pourquoi pas, de ses différences par rapport aux autres salariés de la sous-région et de la façon dont Bolloré Africa Logistique s'est intégré au marché du travail guinéen. Bonjour Monsieur Maheu, pouvez-vous brièvement nous raconter votre parcours, les choix et décisions personnelles qui vous ont mené en Guinée? Était-ce voulu de travailler à Conakry? Alors, le parcours, d'abord, je suis un ancien navigant. J'ai navigué pendant 10 ans sur la côte d'Afrique. Et pour la petite histoire, donc j'ai fait ma première escale à Conakry en 1976. Puis j'ai mis mon sac à terre au Sénégal en 86. Où j'ai passé 9 ans, puis 6 ans en Côte d'Ivoire, 5 ans en France. Je suis revenu en Côte d'Ivoire, passé 5 ans. Et en 2011, il y a eu une conjonction qui a fait que d'un côté, en Côte d'Ivoire, c'était la crise, les activités étaient arrêtées. Et on a eu une opportunité de développement à Conakry. Et donc, voilà comment je suis arrivé à Conakry. Donc, avec toutes ces années, on peut dire que vous êtes un Africain, un tout petit peu. Un petit peu. Un petit peu, mais pas totalement. Pourquoi pas totalement? Alors, parce que moi, je connais beaucoup d'expatriés qui se définissent complètement africains parce qu'ils se sont intégrés. Est-ce que vous êtes totalement intégré, vous direz ça? Alors, si on prend l'Afrique dans sa globalité, oui, puisque je suis originaire d'Afrique du Nord. Et quand on a des racines quelque part, effectivement, donc je suis africain, mais d'Afrique du Nord. D'accord, ok. Alors, vous avez fait pas mal de pays donc, dans la sous-région notamment. Y a-t-il une différence, culture oblige, entre la façon dont les salariés guinéens s'attellent à leur mission et les salariés des autres pays de la sous-région, par rapport en Côte d'Ivoire par exemple? Alors, au premier abord, oui. Effectivement, donc, les salariés guinéens ont un passé différent de celui des Sénégalais ou des Ivoiriens. Ils ont une culture différente. Mais une fois qu'on a investi dans la formation, dans la culture d'entreprise, etc., ils se comportent exactement de la même façon, ils ont les mêmes capacités. D'accord. Est-ce que le fait qu'ils ont un passé différent, est-ce que c'est une force? Vous direz que c'est une force ou c'est plutôt... citez-moi, enfin, je vous le donne parce que vous êtes sur le terrain, une différence que les Guinéens, par exemple, que les salariés guinéens... Alors l'approche syndicale est complètement différente. D'accord. Par exemple. Je veux dire, au niveau guinéen, le syndicalisme a un certain sens plus prononcé qu'en Côte d'Ivoire. D'accord, ok. Vous côtoyez donc le salarié guinéen depuis un petit moment. S'il fallait décrire de façon concise sa personnalité en 3 mots, lesquels auriez-vous choisi? En 3 mots. Je sais, c'est un exercice difficile. Alors en 3 mots, il est méfiant. Il n'accueille pas facilement les étrangers. Ah, c'est bon à savoir. Donc un nationaliste, hein, je veux dire, c'est une culture.
les femmes sont travailleuses. Et la troisième, Pas facile. je vois pas très bien. D'accord, bon, on va se limiter aux deux. Voilà, on va se limiter aux deux. D'accord. Alors, que diriez-vous des CV que vous recevez en général? Parlons des CV. Comment ils sont construits? Répondent-ils aux critères de professionnalisme en général? Direz-vous qu'il y a encore beaucoup de travail à faire? Alors, ça dépend du poste à pourvoir et des CV qui sont envoyés. Pour des cadres de haut niveau, les CV sont standards. Les étudiants, ou même si les personnes ont déjà un parcours professionnel, maîtrisent la technique du CV. Et donc, c'est la même en Europe qu'en Afrique. Par contre, au niveau du personnel ouvrier, maîtrise, là effectivement, il n'y a pas de maîtrise déjà du français. Ah. Il n'y a pas de maîtrise de l'écriture, c'est plein de fautes d'orthographe. Effectivement, il y a de grosses lacunes. D'accord. Donc, si vous avez des améliorations à proposer, c'est au niveau de la grammaire, peut-être, se relire, l'orthographe, c'est le système éducatif de base qui est à améliorer. Je dirais, il faut des réformes éducatives complètes. D'ailleurs, si le gouvernement nous écoute, si le ministère de l'Éducation nationale nous écoute, il serait temps de passer à l'action parce qu'il y a du travail à faire. Mais par rapport à la construction de ces CV, vous disiez que c'est une construction standard, donc à ce niveau, il n'y a pas de problème, il n'y a rien à redire. Non, il n'y a rien à redire. D'accord. Et vous envoyez pas mal de CV parce que vous êtes quand même directeur et vous ne faites pas partie de la direction des ressources humaines. Vous les voyez passer ou de temps en temps Non, mais il y a une tradition purement africaine. Il vaut mieux s'adresser au directeur qu'à la RH. Donc la plupart des CV intéressants arrivent sur mon bureau en premier. Et quels sont vos critères de sélection? La compétence. D'accord. Est-ce qu'il arrive que vous fassiez des concours pour recruter? Des concours, non, mais des sélections, oui. Ces sélections. Alors, c'est-à-dire, sur si on CV. a un poste à pourvoir, Oui. on a des tests dans nos métiers de base qui permettent d'évaluer la personne. Donc, on prend un panel de 4-5 personnes, on les évalue et puis ensuite, on a un entretien avec les 2-3 meilleurs. D'accord. Donc c'est la politique de recrutement de Bolloré Africa en Guinée. Tout à fait. D'accord. On va encore améliorer puisqu'on vient de recruter une responsable des ressources humaines spécialisée dans la gestion des compétences et le recrutement. D'accord, mais c'est une autre chose. Alors, maintenant une question. Qui a exercé en France. D'accord. Et vous pensez, le fait qu'elle ait exercé en France, ça sera quand même adapté aux réalités de la Guinée? Vous n'avez pas de petites craintes par rapport à ça? Et les Guinéennes? Juste... Oui, les Guinéennes. La Guinée est un pays comme un autre. Il n'y a pas de raison à ce que les réalités de la Guinée soient différentes de celles des autres pays. À partir du moment où la culture est différente. Enfin, je dis ça par rapport au fait que lorsqu'on a passé de longues études ailleurs et qu'on revient, il peut arriver qu'on soit un tout petit peu déconnecté et qu'on ait du mal, qu'on veut. Alors, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on voudrait appliquer les systèmes de recrutement, de sélection purement occidentaux, parfois ça se traduit par un échec en Afrique. Ça s'est déjà passé. Donc voilà, ma question était surtout dans ce concept-là. Après, c'est son challenge à elle, justement, de réussir. J'ai bien dit recrutement et gestion des compétences. Ça veut dire que dedans, il y a aussi une partie formation. Donc détecter les lacunes, améliorer. D'accord. Je ne sais pas si on va parler tout à l'heure de formation, mais c'est un point important. D'accord. Non, allez-y, enchaînez. Non, tout simplement qu'une entreprise, quand elle investit dans un pays, a un devoir de formation. On ne peut pas attendre tout du gouvernement, de l'État, des ONG, je ne sais pas quoi, je vais tous vous les citer. L'entreprise doit se prendre en charge et former des employés aux techniques dont elle a besoin. Donc, par exemple, nous, quand nous sommes arrivés à Conakry, sur le terminal à conteneurs, nous avons formé
les grutiers. Nous avons formé ce qu'on appelle les conducteurs d'engins, les Et ces superstackers. formations durent sur combien de temps à peu près? Alors on a fait venir des formateurs de Côte d'Ivoire, puisque j'avais ouvert un centre de formation en Côte d'Ivoire. Ça s'est étalé sur plusieurs mois, jusqu'à ce qu'effectivement on détecte certains talents et qu'on envoie ces talents-là en Côte d'Ivoire pour être formés afin de devenir des formateurs. Le plus simple, ce ne serait pas de créer un centre de formation en Guinée pour les Guinéens? Alors, pour ce métier-là, on a notre centre de formation régional et on fonctionne en pool. Maintenant, pour d'autres métiers, effectivement, il serait intéressant de développer des centres de formation avec des partenariats publics, privés, bailleurs de fonds. D'accord. Ok. Et c'est soutenu par l'État? Ça sera une collaboration avec l'État? Est-ce que l'État va contribuer justement ou c'est purement privé? Non, il faut que l'État participe, puisqu'effectivement, la politique de développement dépend aussi de l'État, mais aussi les privés qui investissent ne peuvent pas s'appuyer exclusivement sur l'État, et les bailleurs de fonds ont besoin d'avoir en face d'eux des gens qui sont intéressés par les formations et la façon dont les fonds sont dépensés. D'accord. Ça doit être effectivement tripartite, c'est des discussions qu'on a actuellement. D'accord. Alors une question un peu particulière maintenant, mais non moins utile. Souvent les jeunes diplômés guinéens ayant effectué leur cursus universitaire en Guinée se plaignent d'une certaine injustice au niveau des employeurs qui favoriseraient les personnes ayant fait leurs études à l'étranger. Comment cela se passe-t-il au sein des ressources humaines de Bolloré Africa Logistique si deux personnes parfaitement égales dans leurs acquis universitaires et expériences professionnelles antérieures postulent pour un même poste, en sachant que l'une a étudié à Gamal Abdel Nasser à Conakry et que l'autre a étudié à l'Université de Québec à Montréal, et qu'elles arrivent ex aequo éventuellement au test de recrutement? Comment cela se passerait-il? Alors si elles arrivent ex aequo, ça devient difficile. Comment feriez-vous? Il y aurait pas... Enfin, bon, il y a toujours une préférence, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à ex aequo. Il y a toujours une petite compétence en plus, en moins. Donc, il n'y a pas de raison qu'on prenne une personne de préférence parce qu'elle a été formée en France ou au Canada ou aux États-Unis par rapport à quelqu'un qui a été formé en Guinée. Tout dépend des compétences de la personne. Par rapport aux Blue Zones, comment ça s'est passé un tout petit peu? Alors le port autonome de Conakry, donc l'État guinéen a jugé que le concessionnaire précédent n'avait pas rempli ses obligations et donc a choisi le numéro 2, qui était arrivé numéro 2 dans l'appel d'offres, en l'occurrence nous. Nous a demandé si on était toujours intéressé, on a répondu oui. Et donc nous avons signé une convention de concession sur 25 ans. Donc, 25 ans. Voilà, pour agrandir le terminal à conteneurs en une phase d'urgence qui est quasiment terminée et ensuite donc une phase d'accompagnement. Maintenant sur les Blue Zones, c'est tout à fait une autre démarche opportuniste. C'est la rencontre de deux personnes, Vincent Bolloré et le professeur Alpha Condé, sur l'idée de présenter, de faire une vitrine mondiale de ce que peut apporter la technologie développée par le groupe Bolloré dans le stockage de l'énergie et permettre à la Guinée de bénéficier de ses retombées. Voilà. D'accord. Ok. Alors, parlons un tout petit peu des Blue Zones. J'ai vu qu'il y en avait une cet été à Conakry, à Kaloum. Donc, diriez-vous que ces structures sont bien accueillies par la jeunesse guinéenne? Quels sont les taux de fréquentation approximatifs? Alors, il y a entre 400 et 600 personnes qui passent par jour. C'est beaucoup, et finalement c'est peu pour un pays qui n'a pas grand-chose. Alors évidemment, se posent les problèmes de transport à Conakry. C'est pour ça qu'on a l'idée de mettre en place aussi un petit train de banlieue qui permettrait de desservir depuis Cac-Belen jusqu'à la gare de Petit Bateau et permettre aux jeunes donc de se déplacer plus facilement. Quels seraient les tarifs? Parce que si déjà le taxi coûte cher, le train, je ne garantis pas. Il doit être obligatoirement aussi compétitif que le tarif du taxi,
Ça, c'est la première démarche. Deuxième démarche, de toute façon, nous allons construire des Blue Zones dans chaque quartier de Conakry. Donc nous avons déjà la Blue Zone de Kaloum, nous venons d'inaugurer la Blue Zone de Dixine Kenyan, et nous avons 3 autres Blue Zones en finition à Sonfonialak, à Yataya et à Kekbele. À l'intérieur du pays alors? On a proposé au gouvernement effectivement qu'il a accepté donc de développer 50 Blue Points, donc qui sont plus petites, dans les préfectures de la Guinée. Alors selon nos informations, selon mes informations, en ce moment à la Blue Zone de Kaloum, il y aura, on va procéder à la construction d'une structure pour les concerts, pour désengorger un tout petit peu le palais du peuple. Est-ce que c'est vrai? Si oui, est-ce que les travaux ont débuté et comment ça va se passer? Alors c'est vrai. Donc la Blue Zone, d'abord il faut déjà expliquer le concept. C'est un concept donc de démonstrateur d'énergie stockée dans les batteries LMP. Ce sont des batteries qui durent 35 ans, ce qui permet d'avoir normalement le coût d'énergie le plus faible. Et donc ce qui était important pour nous, c'était de montrer que ça marchait, quelles que soient les saisons, donc saison des pluies, saison de vent de sable, et donc dans la durée que nous n'avons pas de problème. Derrière, quand vous voulez montrer quelque chose, il faut que ça soit attractif. Donc il y avait un besoin pour la jeunesse d'avoir un lieu pour se retrouver, donc on a développé avec toute une équipe de jeunes Guinéens et Guinéennes des concepts de spectacles sportifs, donc volley, basket, beach volley, et puis aussi des activités donc liées aux nouvelles technologies. Donc il y a une bibliothèque numérique avec des tablettes, avec l'accès à 10 000 titres, 1000 films. Il y a des salles de e-learning. Quand vous dites titres, c'est des livres? Des livres, des publications. Okay. Voilà, donc ça c'est un partenariat avec l'Institut français de Guinée. Nous avons aussi des salles de e-learning, nous faisons toujours avec l'Institut français de Guinée. Nous avons développer donc des cours d'alphabétisation et d'amélioration en français. Voilà, tout ça, ce sont, on va dire, c'est pas notre rôle, on sert de catalyseur. Voilà, c'est un lieu où les gens se retrouvent et ils vont en faire ce qu'ils veulent. On entend souvent parler de ce mot d'ailleurs, catalyseur. Voilà, on n'a pas vocation à remplacer ni l'éducation nationale ni le ministère de la Culture. On est là pour effectivement mettre à la disposition des jeunes des espaces pour qu'ils puissent s'exprimer. Donc pour continuer sur ce sujet-là, des collaborateurs et collaboratrices ont développé un festival, c'était le dernier jeudi de chaque mois, qui s'appelait FestiBlue, où les jeunes artistes guinéens pouvaient donc se produire. On accueillait, parce que l'espace est quand même assez restreint, on accueillait 2000 personnes. Il fait combien d'hectares? La Blue Zone, elle fait combien d'hectares? La Blue Zone fait 3,7 hectares. D'accord. Voilà. Donc, mais après, je veux dire, il y a plusieurs zones et c'est pas fait pour recevoir 10 000 personnes en même temps. Voilà, pour des raisons de sécurité. 2000, 2500 personnes, on est dans la sécurité. Au-delà, ça devient un peu limite, tel que c'est actuellement. Puis, le groupe Bolloré, le groupe Bolloré s'est investi donc dans un autre groupe français, Vivendi, un groupe donc qui détient donc Canal+ et Universal Music. Et donc nous avons décidé de nous développer en Afrique. Et au mois de septembre, donc, il y a eu plusieurs actions qui ont été menées. D'abord un grand festival, un grand concert. On a accueilli près de 60 000 jeunes avec des artistes guinéens et des artistes internationaux, donc malgaches, nigérians et ivoiriens. Voilà. Et ensuite, nous avons effectivement décidé de construire une salle de spectacle. Alors, on a posé la première pierre. Il y aura donc 2 petites salles de cinéma, une de 400 places et puis une autre de 200 places, des salles de répétition. Et sur l'extérieur, il y a une salle extérieure qui sera
desservi donc par les arènes qui pourront accueillir 4000 personnes. D'accord. Et est-ce que vous pouvez chiffrer les venues, les allées-venues est-ce que vous avez des taux, ne serait-ce qu'approximatifs, pour voir à peu près la fréquentation? 500-600 personnes par jour. Par jour, quand même, d'accord. Et lorsque ces jeunes viennent, ils viennent pourquoi? Est-ce que c'est pour... Parce que de votre point de vue, ce que vous les avez vus faire, les activités auxquelles ils s'adonnent, ce serait plus soit du sport, alors, il y plutôt a une vers la activité qui bibliothèque? marche très bien, c'est le football. Là, on fait le plein. Le basket marche bien aussi. On a eu du mal, mais on a lancé le beach volley avec une certaine réussite, puisque l'équipe féminine de beach volley a été sélectionnée pour les Jeux panafricains et a bien tourné. Ensuite, vous avez des jeunes qui viennent tout simplement pour recharger leur téléphone. Il y a le Wi-Fi gratuit, donc pour le Facebook. Il y a des jeunes qui se mettent sur l'ordinateur, qui font des recherches, puisqu'il y a pas mal d'ordinateurs en libre service. Il y a des étudiants qui viennent travailler. On a eu les étudiants de l'école d'architecture qui sont venus tous les soirs pendant les 2 mois de révision travailler en groupe. C'était très, très sympathique de les voir en groupe, autour de table, échanger. Vous avez un sentiment de devoir accompli lorsque vous les voyez sur les ordinateurs fournis par la Blue Zone? Est-ce que ça, vous ressentez de la fierté par rapport à cela? Alors, de la fierté, un sentiment de satisfaction, oui. Fierté, bon. Fierté, elle peut ne pas être négative, la fierté. On va dire satisfaction. D'accord. Ok. Et à part le alors, sport donc, il y a le sport, la culture, ils s'amusent, ils font des défilés de mode, les mannequins s'entraînent, bon voilà. Maintenant, le nouveau centre qu'on vient d'ouvrir, donc là va être complètement différent, il y a toujours une petite partie sportive, mais là vous aurez 1100 mètres carrés qui seront dédiés donc à un incubateur de nouvelles technologies. Qu'est-ce que c'est? Alors, un incubateur de nouvelles technologies, c'est un hôtel qui va accueillir des entreprises naissantes. Là, on est dans une autre dimension, et c'est un projet que ne peut pas porter le groupe Bolloré seul. Donc, on a créé une association dans laquelle des grands groupes internationaux, français, le ministère de la Jeunesse, la PIP, sont partie prenante pour permettre effectivement aux jeunes de lancer leur start-up. Donc, des financements sont mis à leur disposition? Alors, on les aidera. Il y a des financements qui sont à leur disposition ou des garanties, ça dépend. C'est-à-dire que vous vous portez garant au niveau des banques? Non, pas nous. Je veux dire, c'est la Banque mondiale qui a mis des fonds à disposition. Et tous ces mécanismes sont à disposition des jeunes Guinéens, mais ils ne savent pas les utiliser. Et donc c'est là où effectivement le rôle de cet incubateur, ça sera de les former, de les aider, de les accompagner, de faire du mentorat, du tutoring, etc. D'accord. Et est-ce que vous avez reçu des projets déjà? Alors, on n'est pas complètement vierge sur ce terrain-là, puisqu'on avait déjà mis à disposition des jeunes un espace d'incubateur sur la Blue Zone de Kaloum, pour déjà sentir un petit peu l'attrait des jeunes, et on avait fait un concours sur 3 jours, donc on a sélectionné un certain nombre de projets. On avait 80 projets, on en a sélectionné je crois 30 de mémoire, et puis il y a eu 3 gagnants. D'accord. Et ces 3 gagnants se voient accompagnés? Ils ont eu un prix, et puis après, ils se développent. D'accord. Voilà. Mais bon, là, c'est vrai que la lacune, c'est qu'effectivement, nous pouvons organiser le concours. On a trouvé effectivement plein de bénévoles pour nous accompagner, pour juger, pour coacher pendant les 72 heures ces jeunes. Mais après, pour l'accompagnement, ça devient plus compliqué. C'est là où on s'est dit, on n'y arrivera pas tout seul, il faut une structure dédiée. Voilà. Donc cette structure existe, elle s'appelle Saboutek. Ça s'appelle coup de pouce en guinéen, dans les 3 principaux langages. D'accord.
Et donc la directrice a été nommée, choisie donc par sélection aussi. C'est une jeune Guinéenne. Je crois l'avoir vu sur Twitter Voilà. récemment. D'accord. Alors pour faire une petite transition et revenir à notre thème initial, le salarié guinéen, en tant qu'employeur, qu'aimeriez-vous retrouver dans le CV des jeunes postulants que vous ne voyez pas? Ce que vous aimeriez voir en plus, ce qui serait original, novateur, qui pourrait attirer votre attention positivement? Vous savez, on est une entreprise, nous on fait des métiers assez basiques, donc il n'y a pas, au niveau originalité, financier, ça n'a rien de très original. Moi je crois beaucoup plus à la création, je crois beaucoup plus à l'entrepreneuriat, je crois beaucoup plus à l'idée de ces startups. Le problème du chômage en Guinée ne se résoudra pas par les emplois dans quelques grandes entreprises. Je veux dire, il se résoudra, et la solution viendra de micro-entreprises, de PME. Voilà. Donc là aussi, on a eu une démarche originale sur les Blue Zones. Donc il faut construire et il faut aussi paver le sol. Donc on a acheté 2 machines à fabriquer des pavés et on a accompagné deux jeunes entreprises, des étudiants qui sortaient de l'école. Là on a préfinancé les machines et donc on est leur premier client et on espère donc que ces 20 jeunes... Ça va s'enclencher, que la machine va s'enclencher. Voilà, donc aujourd'hui ils ont commencé à produire, ils ont commencé à poser et voilà, donc 20 jeunes qui ont du travail aujourd'hui. D'accord. Alors, lors de l'épidémie Ebola qui a frappé la Guinée, on a vu que pas mal d'investisseurs sont partis. Ils ont commencé les travaux, puis sont partis en plan. Ils ont laissé tout en plan, affolé, et ils sont rentrés dans leur pays d'origine. On a vu que Bolloré est resté. Pourquoi ? Alors, d'abord, Bolloré, c'est un groupe qui est installé en Afrique depuis 80 ans, 50 ans, suivant les pays. 30 ans pour la Guinée, un peu plus de 30 ans pour la Guinée. Donc c'est un groupe qui s'inscrit dans la durée. C'est pas un groupe qui vient faire du business ponctuel. De plus, par nos contrats, nos partenariats publics-privés, nous faisons des investissements lourds sur 20 ou 25 ans. Même sur le chemin de fer, ça va jusqu'à 40 ans. Donc dans notre ADN, il y a cette notion d'intégration totale au pays. C'est-à-dire que Bolloré Guinée, c'est une entreprise guinéenne. Donc les employés expatriés, enfin on n'est plus expatriés, on dit internationaux parce qu'ils viennent de tous horizons, travaillent tous les jours avec des Guinéens et au moment de l'épidémie d'Ebola, il n'est pas question qu'il y en ait qui partent et d'autres qui restent. Alors après, le plus difficile, c'est gérer effectivement la pérennité de l'entreprise. Donc avec une épidémie comme Ebola, le premier jour, quand vous n'êtes pas bien informé, vous ne savez pas si votre personnel va être décimé. On peut céder à la panique. On peut céder à la panique. Donc il faut garder la tête froide, il faut analyser, il faut aller au pêche au renseignement, croiser les informations, donc être près donc, du corps médical, la cellule Ebola. Voilà, une fois que vous avez bien cerné la problématique, vous savez quels sont les risques, à ce moment-là, on peut déclencher une politique de prévention et continuer le travail dans des conditions sanitaires correctes. À partir du moment où vous expliquez bien aux gens, il n'y a plus de panique et voilà. Donc nous sommes restés. Les familles internationales, que ce soit ivoiriens, sénégalais, français, chinois, dans le groupe sont restés et n'ont pas quitté la Guinée. D'accord. Alors, tout récemment, se sont tenues les élections présidentielles en Guinée et en dehors de la Guinée, dans les ambassades guinéennes, sur le sol étranger. Que pensez-vous du scrutin, des résultats, du processus, de comment ça s'est déroulé? Je demande un avis personnel. Bolloré n'est pas engagé, ne vous inquiétez pas. Vous
savez, les démocraties en Afrique sont des jeunes démocraties, donc qui sont en maturation. Donc on peut considérer que la campagne s'est passée dans le calme. Dans le calme, en dépit des incidents qui ont eu lieu à Zérékoré, juste avant, quelques jours, deux jours, il me semble, si mes souvenirs sont bons, 2 jours avant. Zérékoré, c'était un peu plus tôt. Conakry, c'était 2 jours avant les élections. Oui, voilà. En dépit de ça, vous pensez qu'elles étaient calmes? Tout est relatif. Je veux dire, c'était pour moi qui suis en Afrique depuis très longtemps, elles ont été calmes. Voilà. Votre position est... Enfin, vous ne pensez pas que votre position peut être biaisée par le fait que, justement, que Bolloré est en partenariat avec l'État? Non, non, là c'était une position, si vous voulez, j'ai vu des élections, j'en ai vu... Des plus sanglantes, c'est ça? Voilà, donc je vous dis, tout ça, la démocratie, c'est quelque chose qui s'apprend tout doucement. Malheureusement, il y a effectivement des dérapages avec des morts, et c'est très regrettable. Mais dans l'ensemble, la campagne s'est passée correctement. D'accord. Et le scrutin? Alors là, je suis mal placé parce que je ne faisais pas partie des observateurs. Je n'étais pas présent dans les bureaux de vote. Vous attendiez à ce résultat? Écoutez, c'est toujours difficile de porter un jugement quand on n'est pas effectivement dans le système, comment dire, justement des observateurs, etc. Quelque part, il y a une certaine logique. Il y a eu effectivement des investissements qui ont été faits ces 5 dernières années, que ce soit par l'État, que ce soit par le privé. Donc la Guinée a été attractive ces 5 dernières années. Donc il n'y a pas que Bolloré, il y a plein d'autres investisseurs, guinéens, mauritaniens, maliens. Vous ne répondez pas à ma question, mais ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas grave. Je vous donne. Voilà, moi, je peux avoir qu'un avis extérieur. Justement, c'est cet avis Par rapport, effectivement, après, sur le scrutin, je ne peux pas vous donner d'avis. Voilà. D'accord. Mais bon, si l'ensemble de la communauté des observateurs considère que même s'il y a eu quelques lacunes, le scrutin est recevable, je ne vois pas pourquoi je vais aller le contester. D'accord. On va en rester là. Par rapport à la politique, on va en rester là. Alors, on voit dans votre profil que vous êtes également administrateur de Vivendi, vous en avez parlé tout à l'heure. Non, pas de Vivendi. En Guinée, en tout cas, non? Non, j'aide Vivendi à s'installer. D'accord. Alors, vous êtes un peu, je veux dire, par rapport à la branche guinéenne de Vivendi, vous êtes l'instigateur un tout petit peu, enfin, si on peut appeler ça comme ça. Le facilitateur. Facilitateur, voilà. D'accord. Et de la face Guinée, qu'est-ce que c'est? Quels sont de Havas Guinée, non? Alors Havas Guinée, c'est une filiale 100% de Havas et de Bolloré Africa Logistique. Et donc, c'est une société donc, de communication, que j'ai créée il y a 2 ans. Une communication événementielle Communication et événementielle. D'accord. Okay. Voilà. C'est une toute petite structure. La Guinée, c'est un petit marché qui démarre. Et Vivendi, ils viennent dans quel... Vivendi, c'est tout à fait autre chose. Vivendi, c'est d'abord la partie Universal Music, donc tout ce qui est musique, spectacle, artistique. C'est pour ça qu'il y aura un studio d'enregistrement. D'accord. Et ils vont produire des artistes guinéens, tout ça? Bien sûr. Et donc, pour revenir sur le concert, suite au succès du concert et à la prestation des artistes guinéens, dans la foulée, on a décidé de construire une 2e salle de spectacle, donc à Kipé. D'accord. Donc en 2016, fin 2016, il y aura 2 salles de spectacle à Conakry. D'accord. Mesdames et messieurs, nous tirons vers la fin de notre émission. Alors, pour clôturer, je vais demander à monsieur, je le fais toujours, hein, pour ceux qui me suivent, ils savent que c'est la routine. Je vais demander à monsieur Maheu ce qu'il fait le matin en se levant, la première chose que vous faites le matin en vous levant. Je bois mon café. La dernière?
En vous levant? Vous passez directement en cuisine? Directement au café. D'accord. Et la dernière? La dernière. La chose que vous faites en allant au lit, en dormant? J'éteins la lumière. D'accord. Pas de problème. Alors, un dernier mot. Sur les jeunes? Sur les jeunes de Guinée, sur le jeunes de salarié Guinée. guinéen, pour clôturer. Sur les jeunes de Guinée, j'avoue que effectivement ces 5 années que j'ai passées en Guinée, donc à effectivement promouvoir l'emploi en Guinée, former des jeunes et des moins jeunes, c'est une expérience très enrichissante et surtout qui donne beaucoup d'espoir. En Guinée, il y a beaucoup de talents qui ne sont pas reconnus. C'est une spécificité de la Guinée. Effectivement, la réussite n'est pas mise en valeur. Donc je cite, il y a une jeune femme qui a gagné un prix au FESPACO, on n'en parle pas. Un jeune homme qui gagne le prix RFI Mondoblog, on n'en parle pas. Un jeune chanteur qui gagne un prix à Paris. C'était le prix des Boops. C'était pas le prix RFI Mondoblog, mais Ali Mousso, le blogueur Ali Mousso. Oui. D'accord. Et voilà, donc c'est tous ces jeunes talents qui ont, voilà, ils sont tout jeunes, hein, ils débutent. Ce que j'espère, c'est que avec les initiatives comme celle de Saboutek, comme celle de Bolloré et d'autres entreprises, demain les mentalités changeront. Vivendi sur la partie artistique. Et demain, nous pourrons sortir Mariam Mekeba de 2017. Beau projet. Voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Maheu, de nous avoir accordé votre temps. Donc, on se retrouve très prochainement pour le prochain débat, pour le prochain reportage sur entrenous.net. Merci à vous. We are so